Ce programme vous est présenté avec le soutien de Canal+ et la Caisse nationale de prévoyance sociale. Bonjour. Afrique, innovation, utilité sont les principaux thèmes de référence qui gouvernent sa démarche. Fondateur de l'Agence universitaire pour l'innovation implantée au Cameroun, au Bénin et au Tchad, il dispense à travers l'Afrique une masterclass d'experience sharing sur la difficulté, voire l'incapacité de l'Afrique à fabriquer. Lauréat de plusieurs prix internationaux, Serge Armel Djidjou a développé une dizaine de produits manufacturés, dont la très contextuelle couveuse néonatale qui s'arrache comme des petits pains en Afrique de l'Ouest. C'est à Yaoundé que ce géotrouve-tout d'un nouveau genre a souhaité que nous le retrouvions pour commencer cette promenade qui sera très innovante justement. Est-ce que ça vous dit? Eh bien, suivez-moi, c'est par là. D'un côté ténor, boss incontestable du rap afro-francophone. Et de l'autre, Sissoul, prince à l'élégance incroyable, qui fait danser les mots avec l'agilité d'une danseuse étoile. Je ne peux pas rester sur place. Ça donne Salazar. C'est pas tout frais, mais que c'est bon. On écoute. C'est un Colbison, quartier populaire du 7e arrondissement de la ville de Yaoundé, qui signifie littéralement colline des fourmis, que Serge Armel Djidjou attend José Vicky de Ngeng-Sona. Bonjour Serge Armel. Bonjour José. Comment va? Un plaisir de vous retrouver. À quoi ça tient cette histoire de masterclass que vous dispensez à travers l'Afrique sur les... Pourquoi l'Afrique ne fabrique rien? Oui, pourquoi l'Afrique ne fabrique rien? C'est un retour d'expérience. Il m'a semblé que dans tout le dispositif d'accompagnement qu'on fait aux jeunes pour les amener vers l'entrepreneuriat, on utilisait essentiellement des méthodes occidentales. On parle essentiellement du canvas, on les fait lire des livres comme Père riche, Père pauvre, il y a des standards. Et moi, mon vécu entrepreneurial que j'ai eu m'a amené à comprendre que notre environnement est trop différent. Il faut, si on veut amener les jeunes à réussir, il faut leur dire la vérité de leur environnement. Il faut leur dire les challenges qui sont les leurs en lien avec notre environnement. Et c'est pour ça que je me suis investi et j'ai eu l'opportunité que l'OIF, à travers l'IFDD, me sollicite pour donc, il y avait des panels de jeunes entrepreneurs qu'il formait et dont j'ai fait le tour de plusieurs capitales jusqu'en Haïti pour partager cette expérience-là et tenir un discours fondamentalement africain, fondamentalement imbibé des anecdotes que j'ai vécues pour que d'autres puissent s'inspirer et réussir. Vous disiez qu'on ne dit pas aux jeunes la vérité sur leur environnement. Quelle est cette vérité? L'entrepreneuriat en Afrique, c'est un sport de haut niveau. Et l'entrepreneuriat de production, c'est plutôt dans le genre de sport comme les cascades. Et c'est pour ça que le taux de succès est très bas. Parce qu'effectivement, l'environnement chez nous est bâti sur un modèle de comptoir, hérité de la colonisation, qui n'a pas changé. Même l'État imagine son business model comme étant aller rechercher partout où on peut trouver la mine ou quelque chose qu'on va extraire, enfin faire extraire, parce que ce n'est même pas nous qui faisons l'extraction, nous donner quelques devises. Et puis l'État arrive à un peu, par des budgets que des fonctionnaires gèrent, à résoudre des problèmes sociaux.
Donc tout le dispositif fait que quand vous rentrez dans ce genre d'entrepreneuriat, vous vous rendez compte que rien n'est préparé pour vous. Le gars des impôts qui vient vous voir ne comprend pas la mécanique de votre business. Si vous montrez des dépenses de recherche et développement, il ne comprend pas. Il est habitué à auditer des commerçants, des vendeurs de services qui achètent pour revendre. Et donc, c'est ce qu'il croit trouver dans votre comptabilité. Si vous lui dites que vous avez dépensé 30 millions à acheter des choses pour la recherche, il croit que vous dissimulez quelque chose. Il est formé comme ça. Le banquier prête l'argent à quelqu'un qui doit importer. Donc, tout le système est bâti pour l'import-export. On est un comptoir. D'accord. Une fois que vous avez dit ça, on se rend bien compte que l'ordre gouvernant a une part importante à jouer. Tout à fait. Mais comment vous avez des clés pour que le mindset de l'ordre gouvernant change? Il faut commencer par cette prise de conscience. Parce qu'on accuse beaucoup les gouvernants, on accuse beaucoup les gens, parfois à raison, sur des aspects comme la corruption, ainsi de suite. Mais quand tu creuses, tu te rends compte qu'eux-mêmes sont pris dans une trappe conceptuelle. On nous vend tous des leaders américains qui ont réussi par leur génie. On nous vend Bill Gates, on nous vend Elon Musk, on nous vend... Et donc on laisse croire qu'on va s'en sortir parce qu'on va détecter quelques génies qui vont nous aussi changer la donne de notre côté. Et comment on va s'en sortir alors? Et quand on dit ça comme ça, même l'État de bonne foi pense qu'il faut organiser des petits concours pour détecter le fameux génie, le Messie. Mais la réalité, c'est que tous ces noms qu'on nous vend, ils émergent d'un système construit par l'État. C'est des gens qui ne sont pas plus géniaux que beaucoup de leurs confrères. Ils sont juste au bon moment, au bon endroit. C'est de bons avant-centres. C'est-à-dire qui ont été au bon moment, qui ont marqué le but, qui ont fait qu'on ait l'ordinateur, qui ont fait qu'on ait Apple, qui ont fait qu'on ait les voitures, ainsi de suite. Mais ils sont d'abord sur un bon terrain construit par l'État. Il faut donc que nos politiques comprennent qu'il ne s'agit pas de dénicher Bill Gates. Il s'agit d'abord de construire le stade, d'avoir de bons entraîneurs qui savent qu'est-ce que la tactique, la stratégie, ainsi de suite. L'écosystème. De bâtir l'écosystème. Et puis de respecter le travail des coéquipiers anonymes dans une démarche plus globale. Parce qu'on a notre propre épargne. Il est dormant. Quand quelqu'un a l'argent en Afrique, qu'est-ce qu'il fait? Il met dans l'immobilier, il stocke, ainsi de suite. Ça n'irrigue pas le secteur productif. Il y a une réflexion à faire pour trouver l'ingénierie financière endogène qui marcherait. Où est-ce que vous nous amenez pour commencer cette promenade? À l'atelier principal aujourd'hui, puisque pendant longtemps, notre atelier principal était à Bafoussam. On a eu l'opportunité d'une commande pour laquelle il nous a semblé qu'il fallait être à Yaoundé pour mieux produire. Et donc on s'est installé ici et c'est l'atelier le plus important depuis 1 an. On y va? Merci. C'est donc ici que la magie opère. C'est ici qu'on se débrouille. Et c'est vraiment la débrouillardise. Contrairement à ce que les gens pensent, les gens ont l'idée qu'un produit, c'est une élaboration d'une recherche dans le génie, qui débouche sur quelque chose et qu'on va juste à l'atelier produire. Oui. Non. L'atelier, c'est une école permanente. Oui, mais quand vous dites qu'on se débrouille, vous faites le modeste, Germain Didjo. C'est relatif. C'est relatif. Même sur ce que nous faisons, il y a mieux dans le monde. Après, avec les ressources qu'on a, on fait ce qu'on peut. Mais en amélioration continue. En amélioration continue. Chaque fois on est là, c'est un client qui appelle pour dire qu'un bébé a cassé telle chose. On dit, ah tiens, comment on va faire pour que ce soit plus solide? C'est un médecin qui dit qu'il aurait voulu, mais ça n'a pas été possible. Donc, c'est une construction permanente. Et ça, c'est important à dire parce que parfois, on croit qu'on va faire ce qui est parfait avant d'aller sur le terrain. Non, il faut aller tout de suite sur le terrain. Parce qu'en réalité, c'est le terrain qui vous aide à construire ce qui marche. C'est ce que j'allais dire. Donc, les retours clients vous permettent d'améliorer votre produit. Fatalement. Même de définir le bon produit. Oui. Même de savoir qui est le vrai client. C'est des choses qui ont l'air... Ça a l'air évident au premier abord, mais pour trouver qui est le vrai client, je peux vous dire, les couveuses, pendant 2 ans, au début, ont prospecté les hôpitaux. Vache maigre. Et puis un jour,
Quelqu'un m'appelle, je suis une association, on a une association ici en France, on vous a vu à la télé, est-ce qu'on peut offrir une couveuse à un hôpital? Du coup, ça fait le déclic. Ça veut dire qu'il faut prospecter les associations et tout ça. Et aujourd'hui, notre vrai cible, c'est les grosses entreprises. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces couveuses qu'on ne sache déjà? On sait qu'elle est solaire, on sait qu'elle a été active, on sait qu'elle est connectée. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire qu'on ne sache déjà? Ben, qu'elle est simple d'utilisation. Mais encore? Non, simple. Mais je peux vous dire que commercialement, la simplicité, c'est quelque chose de très fort. Et ça, on ne se rend même pas compte. C'est l'autre piège de l'innovation. C'est la tentation qu'on a de vouloir déployer tout son potentiel technologique dans un produit. Avec une bonne intention, de faire ce qui est le plus sophistiqué possible. Mais au final, ça le complexifie. Au final, ça désoriente parfois les usagers. Et la simplicité élargit ton spectre. Cette couveuse au Mali, par exemple, a été appréciée parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait pas besoin du pédiatre pour mettre le bébé en couveuse. C'est tellement simple que les matrones, comme on dit là-bas, parce qu'ils font beaucoup de programmes kangourous, peuvent, après le kangourou, il faut se reposer, il faut se baigner, mettre elles-mêmes le bébé en couveuse. Pour les Maliens, quand ils se sont rendus compte, ils se sont dit, mais voilà la couveuse qui peut aller au plus petit centre possible. S'il faut dire quelque chose de nouveau, ce ne serait pas des choses technologiques. Ce serait pour dire que c'est simple à utiliser. Nous avons fait quelques petites recherches. En 2022, une soixantaine de couveuses sont sorties de vos ateliers. En 2023, entre 80 et 90. Quelle est votre vitesse de croisière? Combien de couveuses vous pouvez sortir par an? Cette année, on va certainement en sortir plus de 100. Donc, ça évolue. Mais du point de vue de notre capacité de production, c'est de ça que je parlais. On pourrait faire même 400. Parce que la couveuse, il ne faut pas seulement la fabriquer, il faut l'installer. Ce n'est pas comme le frigo qu'on prend en port. Donc, il y a des délais objectifs de mise en œuvre qui font que c'est quand même limité. Enfin, il faudrait aller à l'échelle pour nous, pour aller au-delà de 300. Et puis maintenant, il y a notre développement international qui fait que on a de plus en plus de sollicitations hors Cameroun. Justement, en parlant de sollicitations hors du Cameroun, en Afrique de l'Ouest, elles s'arrachent comme des petits pains ces couveuses. Ça tient à quoi? Ils ont des problèmes d'électricité comme nous. Mais je ne sais pas, il y a une culture différente. C'est-à-dire? On est tous complexés en tant qu'Africains, mais je pense, eux, un peu moins. Et puis dans certains pays, l'État n'est pas si fort qu'au Cameroun. En RDC, par exemple, c'est essentiellement le privé. Donc vous allez voir l'État qui a le CHU, quelques grands hôpitaux, mais le maillage territorial, c'est les cliniques privées. Votre carnet de commandes est donc très fourni, c'est ce qu'il faut comprendre? Alors, je dirais oui et non. Comment ça oui et non? C'est oui ou c'est non? J'explique. On vend plus de couveuses, mais je ne suis pas tranquille parce que ça tient à des coûts. Je veux dire, si un grand donateur fait une opération de 60 couveuses avec vous, d'un coup, il y a de l'activité à ce moment-là. Après, par chance, vous tombez sur un autre. Ce que je préfère regarder, c'est la masse des médecins ordinaires qui ont leur clinique, qui viennent acheter les couveuses. C'est l'État qui est périn, qui se mettrait dans la dynamique de consommer les couveuses. Là, ça m'installerait dans une certaine sérénité. Pour le moment, ces 2 dernières années, j'ai fait de bons coups qui ont permis de faire un peu de volume. Alors dites-nous, qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir, Serge Armel Didjou, de savoir que vous êtes très utile à la communauté ou alors les chèques à 12, 13, 14, 15 chiffres? Déjà, ces chèques-là, on ne les a pas. Mais non, clairement de faire plaisir, d'être utile. On a démarré ces projets, pas par dépit. C'est vraiment le sentiment qu'il faut faire quelque chose. J'étais frustré, je voyais les soutenances, des prototypes qui n'arrivaient jamais sur le marché. Et je comprenais qu'il y a un chaînon manquant. Il faut que... pourquoi on s'arrête au labo? Pourquoi on ne va pas sur le marché? Donc, on a vraiment créé l'agence comme un pont entre la recherche et le marché. Donc, c'était un challenge d'abord pour créer de la valeur. Et surtout pour déconstruire dans l'idée des gens qu'on ne peut pas. Donc, c'était vraiment un challenge personnel, collectif à même mes équipes pour déconstruire ça. Et je pense que progressivement, on y arrive. Et que ce versant d'ailleurs dont vous avez évoqué, où on me sollicite pour faire des retours d'expérience, je le fais volontiers parce que ça vibre avec ce que je suis, ce que je veux faire. Et donc, du coup, la fierté est également adossée à tous ces prix que vous avez reçus ailleurs et ici? Oui, évidemment, c'est des marqueurs. C'est des marqueurs de ce que vous faites d'attirer l'attention. Et puis, pour la cohésion de l'équipe, c'est important. J'ai eu la grâce, je pense, d'avoir très tôt des prix. Vous savez, dans ce que nous faisons, c'est très dur
Mais c'est encore plus dur quand il n'y a pas d'espérance. C'est-à-dire quand vous retenez des ingénieurs, qu'on va faire telle chose. Si du côté commercial, ça ne décolle pas tout de suite, les prix donnent l'indication à tout le monde que peut-être vous êtes en train de faire quelque chose qui peut, et donc ça maintient. J'ai eu très vite des prix importants à l'étranger. Lesquels? Avec l'AFD, j'ai gagné le challenge digital, 15 000 €, donc un prix pas mal, important, avec d'autres avantages, séminaires, ainsi de suite. En général, ce prix, on le reçoit à l'Élysée. Oui, donc vous étiez à l'Élysée. Des mains de Marlène Schiappa à l'époque, oui. Ministre et le directeur des numéros de l'AFD. Et bon, ça a été l'occasion de beaucoup de réseautage avec des prix Nobel, ainsi de suite. Après, tout de suite après, j'ai gagné le prix Orange à l'échelle internationale, donc ce qu'on appelle le POISAM, Afrique, Europe, Moyen-Orient, voilà, à Cape Town. C'était un prix important, c'est un argent qui est arrivé au bon moment, 25 000 €. Ça nous a permis de tenir la période Covid et d'avancer dans nos processus. Et même, on avait un peu de... Les gens n'ont pas compris comment on a pu développer les produits Covid. C'est que d'abord, on avait l'idée et puis on avait cet argent qui venait de tomber. Et on a pu développer ça. On a eu d'autres prix, prix Sciences et Technologies du Forum de Bamako, prix de l'entreprise la plus innovante de l'OAPI. C'était au Congo, à Brazzaville. Et localement? Alors, localement, c'est les prix qui m'ont fait le plus chaud au cœur. C'est-à-dire quand tu te retrouves au podium dans ton pays, il n'y a rien de tel. Déjà 2018, prix du chef de l'État pour l'innovation, à l'issue des GESIC, des journées de la recherche d'excellence, de la recherche scientifique. Et puis en 2021, première édition de ce que le ministère des PME a appelé le fonds de prototypage, premier prix. Et à chaque fois, on a gagné 5 millions. Et ces 5 millions-là, pour moi, étaient comme... Parce que c'est l'argent de l'État, tu vois, c'est ton pays. D'autres diront que c'est très peu, mais ça a une valeur symbolique. Ça a une valeur symbolique, je l'entends bien, Serge Armel Didjou, mais ce que j'entends moins bien, c'est que cette couveuse reçoit le prix spécial du chef de l'État. Une fois de plus, mes équipes et moi, nous avons un peu travaillé. Au Cameroun, on a environ 5000 formations hospitalières pour une centaine de couveuses. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ces couveuses, on ne les retrouve pas dans tous les hôpitaux publics? Et je rappelle que les vôtres coûtent environ 2 millions de francs CFA, 1 800 000 par là, alors que celles qui sont commandées par les hôpitaux publics vont dans les 5 millions de francs. Pourquoi on ne retrouve pas vos couveuses dans les hôpitaux publics? Alors, je ne serais pas aussi impatient que vous. Nous travaillons à ce que ça se retrouve dans les hôpitaux publics. Mais l'État a sa logique. L'État a malheureusement un métabolisme qui peut être lent. On ne peut pas soupçonner l'État de mauvaise volonté. Parce qu'on est là sur un produit régalien qui n'a pu se vendre que parce que le ministère de la Santé l'a autorisé. Et je rappelle... Mais il ne peut pas faire plus? Il peut certainement. Il le fera certainement. Je rappelle que ce produit est dans la mercuriale de l'État au prix de 2 700 000. Donc, tout médecin d'un centre de santé peut faire un bon de commande avec une référence mercuriale pour l'acquérir à 2 700 000. Au privé, en cash, comme vous le dites, ça peut être 1,8 million, 2 millions par là, selon les modalités de paiement. Il faut savoir aussi que même ceux à qui je vends, dont les entreprises dans le cadre de RSE, le font en lien avec l'État, notamment le programme de lutte contre la mortalité infantile. Et c'est bien le ministre de la Santé qui fait la demande des besoins pour que ces bailleurs-là agissent et qui signent les papiers pour qu'on les déploie. Vous marchez sur des œufs là avec cette explication. J'en viens. Maintenant, nous espérons, et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que je ne peux pas me satisfaire pour la pérennité, pour maintenir mes équipes sur le long terme de ces coûts qu'on fait avec les multinationales. Ça a été bien que par cela, on ait une masse critique de couveuses dans les cliniques, que ça suscite la confiance et que même l'État voit que ça marche. Avant cette couveuse néonatale solaire interactive connectée, qu'on peut qualifier aujourd'hui comme le navire amiral de votre structure, quels sont les faits d'armes majeurs que vous avez eus? Bon, avec la couveuse, on a eu le prix du chef de l'État. L'autre produit avec lequel on a eu un autre prix du chef de l'État au Cameroun, c'est le portefeuille des infections à l'époque du Covid. Donc c'est quelque chose, on a installé presque une centaine de Covid dans les plus grosses boîtes du Cameroun. Donc, ça, quand même, ça a contribué à revaloriser notre marque. Mais plus modestement, parce qu'on le vend
à des entités modestes. On est un peu dans la transformation agricole. On a vendu des conches de chocolat, des machines de toute la chaîne de transformation du chocolat. On vend les machines pour la chaîne de transformation du manioc. On fait des séchoirs, des incubateurs. Même dans le médical, on commence à faire des choses comme des bornes de prise de paramètres, des fumigateurs pour la désinfection. En fait, ce que nous avons fait réellement, c'est de domestiquer une équipe pluridisciplinaire qui a des capacités technologiques. Une fois que vous avez fait ça, la technologie est transversale. Et la plupart des choses tournent autour des mêmes technologies. Donc rien ne nous est interdit. Tout ce qui tourne autour de la thermorégulation, qui marche avec les matériaux pour lesquels nous avons les équipements pour traiter, c'est-à-dire essentiellement l'aluminium, les profilés, ainsi de suite, sont à notre portée. Vous disiez, Serge Armel Didiou, il y a quelques minutes que c'est grâce au privé que les couveuses se portent très bien. Lesquels ont... Je n'ai pas dit que ça se porte très bien, j'ai dit qu'on a pu faire des opérations. Il faut faire attention. Oui, effectivement, des privés à qui je vais saluer. On a équipé quelques centres de santé à l'Ouest. Certaines personnalités, comme le sénateur Fomété, a pris des couveuses pour des hôpitaux à l'Ouest également. Et bien, on a fait d'autres opérations externes qui nous ont touchés, notamment quand les forces Barkhane nous ont approchés pour qu'on équipe l'hôpital régional d'Abéché au Tchad. C'était quelque chose. Quand on nous est allé en Guinée, à Dalaba, installer des couveuses à la demande d'une mère de ces pays-là. Au Mali, on a travaillé avec le Nasser, qui est l'équivalent un peu du programme de lutte contre la mortalité ici, en lien avec l'UNICEF et l'OMS. En RDC, on a travaillé avec Vita Pharma, en lien avec la fondation de la Première Dame. C'est des opérations emblématiques qui me viennent à l'esprit et qui ont permis qu'on asseye notre crédibilité. Mais comme je dis, il faut qu'on rebondisse sur cette crédibilité-là pour aller vers des choses pérennes. Nous réfléchissons à comment faire pour que le privé achète nos couveuses. On va aller peut-être vers des modèles où on va déposer peut-être des couveuses à l'usage, ou vendre en leasing, ainsi de suite, pour que ça sorte, pour qu'on ait un flux important qui ne dépende pas de coûts. Oui. Et comme je dis, on espère, parce qu'on est dans un pays où l'État, il va falloir qu'à un moment donné, avec l'État, on ait un programme qui nous donne un peu de visibilité sur 2-3 ans. Sur le chemin pour arriver ici, vous disiez, cher Armel Didiou, qu'il n'est pas indispensable ou ce n'est pas du tout nécessaire pour un entrepreneur de cacher ses projets. Quels sont les projets sur lesquels vous travaillez en ce moment? Il y a 2 projets qui me tiennent à cœur, à court terme. C'est une borne de prise de paramètres. Une borne de prise de paramètres, vous allez voir le prototype qui est déjà là. Et des distributeurs de boissons et de bouillies. Et c'est le type de produit grand public qui va faire qu'on ait des recettes récurrentes. Parce que ça ne dépend pas d'une homologation, ça ne dépend pas d'un ministre, ça dépend vraiment du marché qui trouve un produit pour sa consommation courante et pour lesquels on pense qu'on peut faire du volume. Même nos bornes de prise de paramètres, c'est juste pour la santé publique. Là où on fait du sport, à la pharmacie, partout, que n'importe qui puisse monter sur un équipement qui lui imprime ses paramètres essentiels. Je veux que nous ayons rapidement un produit grand public qui ramène un peu de trésorerie chaque jour et qui me sorte du stress, du coût qui va me permettre de supporter les charges lourdes d'une structure comme celle-ci. Où nous conduit la suite de cette promenade, Serge Armel Didiou? Je voudrais bien qu'on se rende à l'université de Thion, là où tout a commencé. Mais Thion, c'est pas à côté, hein. Thion, c'est pas à côté, donc je suggère qu'on aille manger un bout. D'accord, je suis preneur. Allons-y. Voilà. C'est pas loin d'ici, mais... Direction Essos, dans le 5e arrondissement de la capitale, pour prendre des forces avant la suite de la promenade. Voilà. Bon, en attendant, je pense qu'on peut s'égayer un peu. Hein. On va voir ce que vous allez nous mettre. Ouais, de nos jours, avec un portable, on peut faire beaucoup de choses. Bon, je ne vais pas faire compliqué, hein, un grand classique. Notre turbo national, petit pays. Est-ce que vous savez ce qu'il dit dans cette chanson? Pas très bien. Je sais que Mouto, c'est garçon. Non, Mouto, c'est femme. Mouto, c'est femme. Parce qu'il a Moumi et Mouto, deux chansons célèbres. Dans cette chanson, Petit Pays fait un culte à la femme africaine et à ses formes généreuses. Voilà. Je m'en doutais un peu, mais comme je ne connais pas la langue. Qu'est-ce que vous aimez bien chez Petit Pays?
Alors, pour les gens de ma génération, c'est quelque chose. Hein. C'est Petit Pays, c'est tout un personnage. Au-delà de la musique, on aime pour des raisons irrationnelles, hein, qu'on ne peut pas scientifiquement expliquer. Le personnage m'inspire déjà par le fait qu'on est dans le macro, ça sert, mais il a su créer son style. Là encore, c'est l'innovation. Vous êtes couché, vous dormez. Quand c'est Petit Pays, vous savez que c'est Petit Pays, même avant qu'il ne prenne la parole. Il a su créer un style fort. Ça, c'est une chose. De deux, même dans sa vie, dans son vécu, c'est quelqu'un qui ne joue pas au lisse. Je me méfie de tout ce qui est parfait, de tout ce qui est... Il a une sorte d'authenticité. Oui, il a une sorte d'authenticité, même de par son. On accuse Petit Pays de beaucoup de choses. Mais moi, au lieu que ça le condamne, moi, ça lui donne un visage authentiquement humain de quelqu'un qui, dans ses contradictions, s'est battu pour être là où il est. Et puis Petit Pays, il faut quand même dire que depuis 87, qu'il tient le... Comme il le dit lui-même. Oui, le tenant du titre depuis 87. Quelle longévité absolument exceptionnelle. Tout à fait. Même ses dernières sorties ont encore du repondant. C'est donc ça. Ouais. Staro Royal. Staro Royal. Avec son accompagnement de légumes. Des couverts pour moi. Et piment couvert. Oui. Voilà. Une vie d'entrepreneur, Serge-Armel Didiou rime souvent avec privation. Par exemple, ne pas accompagner ses enfants à l'école, par exemple, ne pas dîner le soir en famille. Comment est-ce que votre épouse gère tout ça? Par chance, elle m'a connu déjà dans mon train. Donc, c'est pas genre, j'ai changé du jour au lendemain. Elle m'a connu déjà dans cette vie de coup de vent. Voilà. Et donc, on a organisé un équilibre où on essaie de se compléter. Donc voilà, je ne dis pas que c'est rose au quotidien. Oui. Il y a toujours des impatiences, j'imagine bien. Oui. Mais je pense que peut-être qu'on a conscience que c'est pour la bonne cause. Vous avez un message pour elle, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Merci pour sa patience, merci pour sa compréhension, merci pour tout ce qu'elle apporte à ce que je peux faire. Ça va même au-delà à toute ma famille. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui doivent faire face à beaucoup de problèmes familiaux. Soit parce qu'on ne les encourage pas, soit parce qu'on les sursollicite, soit parce qu'ils sont incompris, ainsi de suite. Je crois que ma famille, globalement, comprend ce que je fais. Comprend que je peux être absent à des deuils, être en déplacement quand on se réunit. Comprend. Serge-Armel Didiou, on se retrouve à Tchang alors? Déjà? Oui. Je vois que... Non, je vous rassure, c'était très bon, mais je dois faire attention à ma ligne. Ok. De toute façon, c'est parti remise. Alors, à bientôt. À bientôt. À Tchang. Bientôt à Tchang. Ok. Bonne route, hein. Merci. Et si on arrêtait de regarder la télé comme avant? Canal+ présente le décodeur connecté. Un concentré de technologie pour une nouvelle expérience. Naviguez dans une interface fluide et immersive à la découverte du meilleur de la télévision. Plus de 50 000 programmes en replay et 300 chaînes en direct pour le plaisir de toute la famille. Prenez le contrôle du direct et revenez jusqu'à 8 heures en arrière. Grâce à la connexion Internet, gardez le signal même en cas d'intempéries. Nouveau décodeur connecté. Plongez dans la nouvelle expérience Canal+. Venez l'essayer en boutique. Aujourd'hui, Massani, domestique de 65 ans, dont 30 au service de la famille Emlé, rentre au village pour finir ses jours. 30 ans de service et la voilà partie. Comme ça. Elle nous a très bien servi. Elle mérite d'aller se reposer maintenant. Avec quoi? Elle n'a pas de revenus, elle n'a pas de pension, elle n'a rien. Une pension pour une bonne?
Pas une bonne, papa. Une employée domestique. Et puis c'est tard. C'est peut-être tard pour elle, mais pas pour les autres. Il vous suffit juste d'aller à la CNPS, de déposer un dossier. Si vous ne voulez pas vous déplacer, vous entrez dans le site, vous tapez www.cnps.cm et vous l'enregistrez. S'il vous plaît, immatriculez vos personnels domestiques. CNPS, Vous ne serez jamais seul. Chef-lieu du département de la Menoie et deuxième plus grande ville de la région de l'Ouest après Bafoussam, Tchang est une ville historique et universitaire. bienvenue à Tchang. Merci, Serge Alain Didjo. C'est la colline des savoirs. C'est votre appellation ou c'est une appellation consacrée? Oui, c'est un peu connu comme ça. Ah, d'accord. Du fait de l'université. Oui. Et comme c'est en altitude, colline des savoirs. Voilà. Donc vous êtes chez moi ici. C'est donc ici que... Oui, c'est ici que dès que j'ai eu le concept, la première équipe, mes premiers compagnons, on ne pouvait pas aller loin ailleurs. On a occupé cet espace. Donc mon garage... Comme Bill Gates? Comme beaucoup d'autres. Il y a beaucoup de narratifs qui commencent par le garage. Ce n'est pas une choix stratégique. Souvent, c'est les contingences. Tu n'as pas les moyens, tu cherches l'espace disponible. Voilà. Donc, on a installé ici une table de coupe. Et puis, comme il y a une petite salle attenante, ça me servait le lieu de magasin. Le petit studio là, c'était les bureaux où on pouvait faire un peu des choses électroniques, des choses qu'on ne doit pas faire en plein air. Et c'est donc tout ça notre atelier, notre espace de création. Parce qu'au début, on ne voyait pas ça vraiment comme une entreprise. Hein. Vous voyez ça comment? C'était juste l'idée que voilà, les prototypes universitaires doivent être au niveau d'aller éventuellement sur le marché. Donc on avait plusieurs personnes ici, chacun ayant son propre projet. Et on s'est dit, le concept était, si on est ensemble, électroniciens, mécaniciens, informaticiens, ainsi de suite, en synergie, on doit pouvoir développer des produits. Parce que c'est inadmissible qu'on s'arrête toujours au prototype depuis les indépendances et puis rien ne va sur le marché. Donc c'était ça l'idée. Mais en fait, si on mutualise, si on se met ensemble, un certain groupe de gens qui pensent qu'il faut traverser la théorie pour aller jusqu'au marché, sur nos petits projets, on peut s'entraider pour amener les projets. Évidemment, quand tu penses à ça, loin à Tchang, tu rêves, mais tu y crois à peine. Mais tu veux te convaincre de ce que c'est quand même possible. Le déclic pour le projet de couveuse est parti de quoi? Alors, la couveuse particulièrement, ça part de... Parce que l'une des premières choses sur lesquelles on travaillait, c'était les incubateurs à œufs solaires. Du côté de l'université, dans le cadre du GIE, Université de Tchang, on avait gagné un projet au niveau du C2D, avec la coopération française, pour l'amélioration génétique des poules de village, pour les domestiquer. Et comme je coordonnais ce projet du côté administratif, avec Dr Félix Métier, aujourd'hui professeur Métier, qui coordonnait du côté scientifique, parce qu'il est génie génétique à la FASA, l'idée c'était de faire que les poules du village aient un niveau d'exploitation qui permette qu'on les ait en quantité, plutôt que d'être obligés, parce qu'on sait que ces poules sont prisées. Et comme sur toute la chaîne de valeur, on voulait domestiquer, je me suis dit que mais pourquoi même l'incubateur qui fait le poussin doit être importé de Chine? On peut le faire nous-mêmes et dans notre contexte, il vaut mieux le faire solaire. Donc on travaille dessus. Et Serge Apoupo, que tu connais, qui est toujours jusqu'aujourd'hui le responsable de la production à l'AUI, c'est lui qui coordonnait particulièrement ce projet-là. Et lui, sa mère est sage-femme. Donc il me disait toujours, on parle de poussins, mais même les bébés, c'est un souci. Bon, on disait ça pour rigoler. Jusqu'au jour où il y a eu ce drame qui a fait le buzz au Cameroun, Dame Kimi, je crois que c'était son nom, en 2016, va faire 5 bébés qui vont mourir les uns après les autres. Et ça va faire le buzz. Donc nous, de Tchang, on suit ça, on voit ça sur les réseaux sociaux. Et puis on s'est dit, mais cette histoire de couveuse pour bébé dont on parlait là, qu'est-ce qu'il y a de si compliqué dedans? Pourquoi, en plein Yaoundé, même pas au village, on peut avoir ce genre de drame? C'est vraiment ça qui nous amène à dire que, mais regardons un peu ça de près.
Puisqu'on avait déjà à ce moment-là dominé l'incubateur à œufs solaires, on s'est dit, ben, tout ça c'est la régulation thermique. Qu'est-ce qui est différent? Bon, on a regardé, on a vu effectivement qu'il y avait des différences, hein, les normes de biosécurité. Pour un être humain, ce n'est pas la même chose que... Mais le fond y était, c'était la thermorégulation. Et puis on s'est dit, on va essayer. On va essayer. Donc là, ici à l'atelier, avec les moyens de bord, la première couveuse qu'on fabrique, on va à Douala, on achète un aluminium qui est très lourd. C'est-à-dire que pour que quelqu'un porte même, c'était pas Il fallait possible. plus de 2 bras. Oui, et donc ici, tu imagines la souffrance pour couper, avec la meule, tout ça. Aujourd'hui, je vois avec quelle facilité. Et puis ce poids-là ne servait à rien. Pour faire l'habitacle, on achetait le plexiglas. Et comme il fallait faire la forme arrondie, on avait fabriqué cette sorte de four avec la terre, avec les récents chauffants. Et voilà, on tenait, on mettait pour que ça chauffe. Et quand c'est chaud, il fallait se débrouiller pour plier avant que ça ne se redisse à nouveau. Aujourd'hui, ben, on a des plieuses. Hein, et puis, on a vu que même ce plexiglas-là, avec le temps, ça perdait, ce n'était plus transparent. Oui. Donc, le matériel approprié, c'est plutôt l'acrylique. Et on utilise les plieuses. En 2-3 mouvements, aujourd'hui, on le fait. Mais dans cette naïveté, ici à Tchang, on a quand même fait les premiers prototypes qui ont permis de voir que ben, on était sur la voie. Et c'est avec ça qu'on a gagné le prix du chef de l'État pour l'innovation quand on a exposé à Yaoundé. Ah oui? Au GESCI. Oui, oui, en 2018. C'est la première forme de couveuse. Et c'est là où ça devient le produit dominant. Parce que jusqu'à là, c'est un produit parmi d'autres. Oui. On fait les distributeurs de boissons, on fait dans l'incubateur œufs solaires, comme je vous ai dit, on fait les séchoirs, on a plusieurs idées. Mais quand on gagne le prix du chef de l'État, les médias nous assaillissent. C'est quoi cette couveuse, ainsi de suite, qu'est-ce qu'on peut faire? On voit un buzz. Oui. Et puis ça s'enchaîne. Le prix AFD, le prix Orange, ainsi de suite. Donc, un concept qui était plus large, plus générique, est devenu, pour le moment, parce que je suis toujours dans mon idée de base, qui est qu'au fond, on doit construire la capacité à faire des produits normalisés. Notre pari, dès le départ, c'est que d'essence universitaire, on ne va pas faire comme au quartier. On ne va pas bricoler. On va faire selon les règles de l'art, c'est-à-dire passer le temps dans la conception, le design, le prototypage, avoir les jumeaux numériques, puis aller à la réalisation avec cette capacité de faire des séries identiques. Donc du coup, le laboratoire, si je peux appeler ça comme ça, était ici, et vous viviez au-dessus. On peut monter? Bien sûr, bien sûr. Voilà, c'est mon espace vital. D'ici, on a une belle vue de la ville de Tchang. Et voilà. Quand vous commencez tout ça, tout ce que vous faisiez dans votre laboratoire au garage, vous étiez à l'université de Tchang. J'y suis toujours. Qu'est-ce que vous faisiez à l'université de Tchang à l'époque? Alors, quand je commence cette aventure, je suis chef de division de la coopération à l'université de Tchang, dans au rectorat. Et donc, voilà, je suis l'un des collaborateurs du recteur en charge des dossiers de coopération. Coopération nationale dans la relation de l'université avec les IPES, essentiellement, les instituts privés qui sont sous tutelle. Et puis, relations internationales, qui peuvent être des projets de recherche, de co-tutelle ou tout ce qu'on peut faire avec l'international. Mais j'ai été, mais la plus grande partie de ma carrière, j'étais plutôt à la planification aux infrastructures. Donc je dirigeais la division, ce qu'on appelle la division de la planification, qui est une division qui est un peu le bureau d'études de l'université. Donc c'est une position qui me mettait en situation de sortir de l'actualité de l'université pour réfléchir à ce que devrait l'université dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, et quelles sont les infrastructures prioritaires, ainsi de suite. Donc, j'étais le principal collaborateur du recteur pour faire des propositions, chercher des devis, coordonner des études, pour qu'on ait des dossiers qui permettent d'inscrire des projets objets d'investissement public. Donc, c'est une fonction qui est très prenante, qui est très engageante, mais qui m'a permis de prendre conscience de ce qu'on parle beaucoup des problèmes d'infrastructure en Afrique. On ne mesure pas assez la force de la démographie. Pour résoudre nos problèmes,
on peut avoir croire que l'État ne fait rien. Tellement la demande sociale va si vite que même pour vous maintenir dans la médiocrité, ce n'est pas donné. C'est-à-dire, vous prenez le cas de l'université de Tchang, en tout cas, pour l'époque où j'ai eu à travailler, l'effectif doublait tous les 5 ans à peu près. C'est-à-dire, en termes de capacité d'accueil, oui. vous ne pouvez pas imaginer que vous doublez physiquement votre capacité d'accueil. Donc, il faut beaucoup d'ingéniosité. C'est là où j'ai pris conscience que vraiment, il y a le numérique doit être au cœur de notre stratégie pédagogique si on veut s'en sortir. Et puis, quand tu vois cette masse de jeunes, tu te poses des questions de fond. Du genre, quelle est leur employabilité, quel est le output de l'université. Et puis, tu te dis, par rapport à ce qu'on leur apprend, est-ce qu'ils sont en capacité de délivrer quelque chose à la société sur le champ de la production? Qu'est-ce qui, dehors, porte l'empreinte de l'université? Donc, je sais que j'ai de questionnements aigus que forcément les collègues n'ont pas, parce qu'ils sont dans le train-train quotidien. Dans la position, pour bien faire son travail. Et puis, je fais du benchmark. Je regarde ce que d'autres universités font, et puis, je vois tout de suite que les gens font des spin-offs, font des centres de recherche, et ainsi de suite. Donc, à l'époque, j'ai la chance d'avoir un recteur qui est tout à fait ouvert à toute cette dynamique de valorisation. Et je suis son collaborateur dessus. Donc, on crée, par exemple, le GIE Université de Tchang, pour carrément, au-delà du dédale administratif. C'était qui à l'époque le recteur? Le recteur Fomété. Donc voilà, on a pu créer le GIE avec l'idée que l'université peut carrément vendre, peut avoir comme une entreprise universitaire. Donc on a fait un groupement d'intérêt économique qui a évolué quand le recteur Nanfosso est arrivé pour devenir carrément un SA. Donc une entreprise à part entière. À part entière. Donc le recteur Fomété, tout comme le recteur Nanfosso, ont bien compris et ont mis ça au cœur de leur stratégie. Mais je pense que ça n'a pas porté les fruits au niveau qu'on aurait pu escompter, à cause essentiellement de l'environnement. Si l'État ne prend pas conscience que l'université est particulière, si toute l'administration ne rentre pas dans cette bataille-là, on ne va pas s'en sortir. Vous disiez tout à l'heure, Serge Armel Didjou, que cette fonction était très prenante, mais elle était aussi très confortable au niveau de vos revenus. Comment vous laissez tout ça pour vous lancer dans cette, pardon de qualifier ça comme ça, dans cette galère de l'entrepreneuriat? Alors, je ne dirais pas confortable, mais bon, je pense que mes patrons étaient sensibles à ce que je faisais, à la plus-value de mon travail. J'avais les facilités nécessaires pour bien faire mon travail. Il faut dire que par nature, je ne suis pas quelqu'un de luxe. Donc, je sais me contenter de très peu. Donc, je peux être très confortable dans pas grand-chose. Après, c'est vrai, j'ai pris un risque. Parce que quand je réunis les gens dans mon garage, c'est à mes frais. Les premiers voyages, pour vendre mon idée, je dois les amener à Dubaï, pour qu'ils comprennent que ce qu'on fait ici, c'est rien. Vous devez rêver grand. Oui, vous devez rêver grand. Oui. J'en ai amené à Abu Dhabi, mes premiers collaborateurs, parce qu'il y avait une foire de lycée. Je voulais leur montrer comment, à l'époque, des étudiants de lycée, dans la foire, exposaient avec des drones qui faisaient des ballets. De lycée? De lycée. Je ne parle pas des histoires où ici, le Premier ministre reçoit quelqu'un parce que quelqu'un a fait bouger un drone. Je te dis bien, on est là, on est à Abu Dhabi, les Arabes, ils font, tu vois, des élèves de terminale, machin, leur expérimentation, c'est que le gars pilote, il a programmé 5-6 drones qui font des balais aériens. Donc je voulais que les gens voient ça. Et pour leur dire que c'est les élèves de lycée, il n'y a rien derrière ça. On est bloqué par un voile mental et on a tendance à se contenter de très peu. Vous parliez du sénateur Fomété tout à l'heure. Oui. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous faire voir ce qu'il pense de vous. Ah, ce sera un plaisir. Didjou Serge Armel, le directeur général de l'agence universitaire de l'innovation, est un de ces jeunes qui se caractérisent par leur foi au rêve qu'ils véhiculent. C'est surtout quelqu'un qui a un talent inné et qui doit être encouragé. Didjou Serge Armel est, de mon point de vue, un modèle. Une chose importante à dire, c'est que fondamentalement, en croyant en ses rêves, il faut croire qu'on doit pouvoir y arriver. Il faut sortir de l'idée sur laquelle le bonheur va être construit seulement par l'État ou par des aînés, alors même qu'on dispose en soi-même des éléments contextuels qui permettent d'apporter sa pierre à l'édifice. Venant du sénateur, c'est émouvant. Parce que le sénateur, c'était mon patron, mais je dirais carrément mon père.
À ce point? Oui, oui. Je l'ai connu à Gaoundéré, où je venais comme prestataire pour vendre une application, on venait de créer l'université de Gaoundéré, pour informatiser un peu les services de l'université dans le cadre de mon cabinet. Et donc, je gagne ce marché-là et il est donc un chef d'établissement, l'Insaï à l'époque. Et donc, il est l'une des personnes avec qui je dois travailler. Mais très vite, dès qu'on se rencontre, nos discussions virent vers des choses très privées. C'est-à-dire, c'est le grand prof Fomété déjà à l'époque, qui avait déjà eu une grosse carrière administrative, mais qui est d'une simplicité telle qu'il m'adopte pratiquement. Au point où je me retrouve comme sa famille était à Yaoundé, où de temps en temps, quand il doit retourner à Yaoundé, il me laisse garder le chez lui, donc rester chez lui, puisqu'il était seul. Donc on a ces liens-là. Et puis bon, le destin fait qu'on se recroise à Tchang, où il devient recteur. Donc c'est lui qui me convainc, qui me canalise, parce que j'étais quelqu'un un peu de bouillant. Bon, on est tous jeunes, on se connaît. Un coup je suis là, un autre coup je veux aller en France, un autre coup ainsi de suite. Non, c'est lui qui me convainc que non, vu ton talent, tu as quelque chose à faire à l'université, et qui m'amène, alors il passe au ministère, et c'est pas à son entre-gens que je suis donc recruté à l'université de Tchang. Donc, j'entre déjà à l'université avec directement une fonction qui m'amène justement à être en charge des relations de l'université avec le secteur privé. Donc, toute ma carrière, j'ai été dans cette dialectique intellectuelle qui fait donc que logiquement, j'ai des assises, j'ai la vue, en tout cas le rêve, qui m'amène à penser que, en réalité, ce qui nous sépare de l'industrialisation, c'est juste un voile mental. Je suis convaincu que pratiquement, techniquement, on peut. Vous dites qu'on peut, vous dites qu'il faut rêver. Le sénateur Fomété venait de dire qu'il faut croire il faut avoir la conviction qu'on peut y arriver. C'est un peu l'état d'esprit du projet de la Fondation Mansa. Alors, ce n'est pas une Fondation Mansa, c'est un mouvement, on va dire. Un mouvement qui a un versant entreprise et un versant associatif qu'a lancé le compatriote illustre Alain Foucault. Et j'ai été très honoré qu'il ait pensé à moi pour être parmi les premiers cofondateurs. Et c'était un honneur pour moi, d'abord pour ce qu'il représente comme personnage, comme modèle, mais aussi parce que ça va tout à fait dans l'esprit de ce que je suis moi-même. C'est-à-dire, l'idée de Mansa, c'est de dire, comme dit Alain Foucault tout le temps, le rejet n'est pas un projet. Nous avons un problème avec notre passé, on est encore victime de cet asservissement plus subtil, mais par d'autres formes, et c'est clair qu'on doit s'émanciper. Mais on ne va pas juste rester là, à dire qu'on nous a fait ceci, on nous a fait cela. Il faut qu'on réfléchisse à dire comment on fait pour structurer autrement. Et ça manque un peu. On parlait tout à l'heure de l'industrialisation, de la production endogène, ainsi de suite. Ça reste un concept. Par quel levier on passe, par quelles étapes on passe. Je pense que ce que je suis en train de faire là, dans l'AUI, me donne les outils pour participer à ce genre de réflexion. Et donc participer à ça pour un mouvement qui se veut africain, parce qu'en fait notre destin, il doit être africain. Quelle est la ligne de démarcation, Serge Armel Didjou, entre tous les mouvements panafricains qu'on voit ici et là et Mansa? Non, je pense que Mansa est dans la proposition. C'est une posture difficile. Parce qu'effectivement, quand vous proposez, vous donnez l'opportunité aux gens de critiquer ce que vous avez proposé. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on n'a même pas la science infuse. Mais il faut qu'on tourne tous vers le versant des propositions. Une nation qui veut changer doit trouver dans les tiroirs de Mansa et des autres Africains qui sont dans cette dynamique des solutions clairement qu'on va revoir chemin faisant, mais au moins une base de réflexion collective qui propulse l'Afrique vers un avenir meilleur. À Mansa, par exemple, on a travaillé beaucoup sur la santé. 360 degrés. Oui, parce que tout se tient. Il faut travailler sur la santé, il faut travailler sur la culture, il faut travailler sur l'éducation. Il n'y a pas que la politique. Donc c'est un laboratoire panafricain de réflexion et de force de proposition. Prochaine destination de cette promenade, c'est Jalin Didjou? Ben Douala. Douala, c'est ma ville natale. C'est là où j'ai grandi essentiellement. C'est là où j'ai mes plus gros souvenirs de jeunesse. Mais ça m'intéresserait beaucoup qu'on fasse un détour par Bayangam, qui est non loin, parce que c'est mon village, c'est l'endroit où je me projette. Ok, allons-y, je vous suis. Voilà. On retrouve José Viki de Ngensona à Bayangam, village situé à l'ouest du Cameroun, dans le département du Nkunki. Bayangam signifie ceux qui ont vu les sauterelles. Voilà. Je commence à ressentir les vibrations de Bayangam. À ce point-là? Oui. C'est un endroit où que je sois, ça m'habite. C'est le chez moi, c'est l'endroit où je peux me projeter au-delà de ma vie. Puisque j'ai la pleine conscience de ce que je serai reposé ici. Et que quand je viens ici, je vais à la rencontre de mes ancêtres.
Donc il y a un continuum, il y a quelque chose de spirituel, de fort avec cet endroit. À la rencontre de vos ancêtres, mais aussi pour puiser un supplément d'énergie. Bien sûr, quand je dis mes ancêtres, ça veut tout dire. Je ne fais rien d'important sans venir en parler à mes ancêtres. Et où que je sois, j'ai la pleine conscience de ce que je peux compter sur eux. Et donc c'est important pour moi. Et ça joue sur même des choix ordinaires de la vie, d'être attaché à quelque part. On est dans une civilisation où on est tellement pollué, où on est gavé comme des canards par des médias étrangers, par des films étrangers. Et on est comme ça dans une errance existentielle qui explique beaucoup de choses après. Hein. Ça a l'air anodin comme ça, mais c'est fondateur. Si les gens ne sont pas intellectuellement fixés quelque part, ils ne se projettent pas dans l'avenir comme des constructeurs d'avenir. Voilà, donc ça c'est la maison familiale. On fait des petites réflexions parce qu'elle a montré des signes de fatigue avec l'usure du temps. Mon père repose là. Donc c'est le chenou authentique. Et c'est important pour moi de revenir ici. Mon père n'a pas eu, je ne dirais pas la chance, hein, chacun a son destin, mais il n'a pas pu vivre l'aventure de l'Agence universitaire pour l'innovation, qui suscite l'intérêt des médias, qui impacte, qui m'a donné l'opportunité de tenir 2 fois le prix du chef de l'État pour l'innovation au Cameroun, d'aller à l'Élysée, ainsi de suite. Je crois qu'il aurait beaucoup aimé être là pour voir ça. Mais je sais que d'où il est, il le voit, il y a de quoi. Rien ne se fait par hasard. Et il faut savoir que le développement, c'est un continuum. Il ne faut jamais oublier que sans la culture, sans les éléments même de vie de l'existence, tu ne peux rien faire. L'homme est un animal social. Et donc, du coup, pour vous, il y a un lien direct entre l'innovation et la culture? Si dans votre imaginaire, vous n'êtes pas de quelque part, vous ne revendiquez pas une communauté dont vous avez la responsabilité de défendre, de faire avancer, vous êtes en réalité juste un consommateur qui se bat pour survivre. Juste un touriste de passage. Un touriste dans la vie. Et donc, du coup, vos choix sont neutres. Vous vous abreuvez de ce qui vient de n'importe où. On parle de patriotisme économique, ça ne va pas tomber du ciel. Si les gens ne se sentent pas de quelque part, il n'y a pas de raison qu'ils aient une préférence locale. Donc, cette vie du village, ces valeurs du village, c'est important. Mais surtout, cette fierté d'être de quelque part et d'être fier de ce qu'on est. Parce que si vous n'avez pas cette conscience, ben vous consommez les autres cultures avec presque le sentiment que vous n'avez rien. Et donc vous êtes happé comme ça et vous avez toujours le petit complexe d'infériorité. Moi-même, je ne vis pas à Birmingham. Même quand vous allez à Douala, vous allez vous chercher, là où les conditions sont possibles. Mais avec le sentiment clair que vous êtes de quelque part. En tant qu'Africain, il faut connaître ces mindsets. Qu'est-ce que vous avez envie de dire de manière directe à votre papa qui sait qu'on est là, qui nous regarde? Merci à papa d'avoir été là. Je me rappelle encore mon père qui n'avait pas de gros moyens, qui s'est sacrifié pour que je sois dans un collège d'élite comme Liberman, où je côtoyais la grande société. Quand je vois les pensions, je vois son salaire, aujourd'hui je me demande comment il faisait, sachant que j'étais juste l'aîné d'une famille et qu'on était nombreux. Donc c'est quelqu'un qui a cru en moi dès le départ. C'est quelqu'un qui tenait à m'amener faire le CEP, faire le concours et qui revenait à la sortie. Donc, c'est quelqu'un qui m'a apporté dans mon éducation avec le sentiment qu'il avait un fils qui pouvait avoir un destin. Donc, et ça, pour un enfant, ça marque, ça pose des stigmates de la confiance. Et c'est pour ça que dans l'éducation de nos enfants, on doit veiller à ça. Ah, maman. C'est avec amour que je vous offre. Merci. 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 Alors ça, c'est typiquement de chez nous. C'est la voisine. Elle a entendu qu'on était là. Spontanément, elle vient nous donner ça. C'est une africanité qu'on ne retrouve plus. Et ce n'est pas par hasard. Cette banane bio de Birmingham, moi, quand je ramène à Douala ou à Tchang, je mets ça au frigo. Je peux? Oui, bien sûr. Je ne le sors qu'à des grandes occasions. Il y avait des amis. Oui, ça a la valeur. Vous savez, les produits, c'est le marketing. Hein. Quand on dit le caviar, le ci et ça, ça dépend de la construction intellectuelle qu'on s'en fait. Quand je mange cette banane
qui a germé à Bayangam, Oui. c'est-à-dire sur la terre de mes ancêtres, ce n'est plus simplement un aliment. C'est quelque chose de fort pour moi. C'est délicieux. C'est délicieux. Ça. Et puis, ça a un fond d'acidité qui est différent des autres bananes. Donc, c'est particulier. Non, c'est une banane qui, pour moi, a beaucoup de valeur. Où nous conduit cette promenade maintenant, c'est Germain Djidjou? Ben, à Douala. Donc, ici, c'est chez moi, mais en réalité, j'ai grandi à Douala. J'ai grandi à Douala chez mes parents, à Bépanda. Et je pense que après ici, c'est aussi l'endroit où je me sens chez moi pour y avoir vécu tout le long. On reste dans l'ancrage là. On reste dans l'ancrage. On y va? Tout à fait. Pour boucler la boucle, on retrouve Serge Armen Djidjou et José Vicky de Ngengsona à Bépanda, un quartier populaire du 5e arrondissement de la ville de Douala. Ben voilà, nous sommes au Carrefour Traba. C'est comme ça qu'on appelle ce carrefour? C'est comme ça s'appelle. Je suis né ici et j'ai habité là jusqu'en terminale. Donc, je peux dire que j'ai grandi ici. Donc, c'est notre maison familiale. C'est un quartier qui a beaucoup évolué. Ça n'a rien à voir avec le Bépanda de mon enfant. Je suis dans douce. Ça n'a vraiment rien à voir avec le quartier de mon enfance. C'était pas bitumé. C'était presque la banlieue extrême. Et aujourd'hui, on est pratiquement au centre-ville. Oui. Le temps passe. J'espère que maman est là. Bonjour maman Djidjou. Comment allez-vous? Il était comment Serge Armel quand il était petit? Un peu comment? Disons pas très actif, mais engagé. Engagé, têtu? Non, pas têtu. Ça ne me ressemble pas. Ok. Donc, il avait ses principes. Même tout petit. Déjà tout petit? Comme s'il voulait quelque chose, il le faisait. Et il allait jusqu'au bout? Il allait jusqu'au bout. D'accord. Vous savez ce qu'il fait comme métier? Maintenant? Oui? Oui, je sais qu'il a fabriqué les poubelles pour sauver la vie. Ah, donc, vous savez qu'il sauve des vies avec son travail. Qu'est-ce que ça vous en êtes fier? Très fier. Qu'est-ce que vous lui souhaitez pour la suite à votre fils? Je demande tous les jours que Dieu permette qu'il aille jusqu'au bout. Merci beaucoup, maman Djidjou, de nous avoir accueillis ici. Merci beaucoup. Que Dieu vous accompagne Merci. dans votre travail. Merci, maman. À bientôt. De la patrie. C'est le nom de mon école. Apparemment, ils ont une version anglophone maintenant. À l'époque, c'était seulement francophone. Évidemment, c'est un grand bâtiment comme ça. Ils ont dû faire des réflexions. Ben, l'école à l'ancienne, hein, les coups de fouet n'étaient pas un problème. Pour ceux qui étaient soit bavards, soit n'ont pas fait leur devoir, ainsi de suite, ben, c'était pas... Turbulent, assidu, il y avait le fouet pour régler ça. Oui. J'étais souvent chef de classe. Quels étaient vos rêves d'enfant quand vous étiez ici? Vous voulez faire quoi plus tard? Je me voyais journaliste. Tout petit, vraiment, je me voyais journaliste. J'étais très lecture, journaux, télé, radio, écriture. Et voilà, je me voyais dans la peau de journaliste. J'avais une conscience très avancée pour mon âge et pour l'époque et par rapport à mes camarades de ce qui se jouait dans le monde. Des choses comme l'apartheid à l'époque, je suivais ça. Oui. Les conflits les plus importants de ce temps-là, je suivais. Je regardais des films comme Le jour le plus long, des choses comme ça. Je les regardais pas juste pour la comédie. Je voyais déjà se jouer les enjeux géopolitiques. Vous disiez que vous rêviez d'être journaliste. Il me semble que vous l'avez été à un moment donné de votre vie. Vous avez été journaliste? Oui, mais je ne peux pas dire que j'ai assouvi, parce que je l'ai toujours fait finalement secondairement. Je n'ai pas été journaliste.
la star, je me voyais, je ne sais pas, Charles Dongo, ou je me voyais vraiment une vedette de télévision ou de radio. Oui. Voilà. Ça ne s'est pas fait, mais bon. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Serge Armel Djidju? Oh, je ne sais pas si j'ai des souhaits pour moi-même, directement. Déjà à un niveau plus global. J'espère qu'on va s'affirmer en tant qu'Africain. On ne peut rien faire si globalement, géopolitiquement, on ne se positionne pas comme acteur de la marche du monde. On a beau aller à gauche, en Chine, machin, se chercher. Si on n'a pas une certaine culture, si on n'a pas une résonance de ce qu'on fait par nous-mêmes, on reste juste une roue que les autres entraînent. Donc il faut qu'on sorte de cette caricature-là, qu'on construise notre Afrique. J'ai retrouvé Serge Armel Djidju, l'un de vos vieux potes, à l'époque de cette école. Vous voulez regarder ce qu'il a dit de vous? Bien sûr, bien sûr. C'est toujours un plaisir de savoir ce qu'est un ami d'enfance. Oui. Serge Armel Djidju, c'est un frère, c'est un ami qui, depuis le lycée, a toujours été un génie. Donc, ce que vous le voyez réaliser aujourd'hui n'est rien par rapport à ce qu'il est capable de faire. C'est quelqu'un vraiment qui va surprendre le monde. Le Cameroun a d'énormes talents. Serge est parmi les premiers en ce moment. Bon, je suis un peu gêné. Pourquoi? Parce qu'on dit que vous êtes un génie? Non, non, non. Ziali, c'est vraiment mon ami d'enfance. Oui. Je m'en veux, je ne l'ai pas vu depuis quelque temps. Oui. Et quand je le vois sur la vidéo là, oui, je pense qu'il est amaigri. Oui. Je me dis qu'il peut être malade. Il faut que je le voie. Il faut que je le revoie. Mais sur ce qu'il a dit, ben, c'est émouvant. Parce que c'est celui qui peut vraiment en parler. Oui. C'est vrai qu'honnêtement, dans l'enfance, à l'école, j'étais plutôt un leader. À l'école, à Liberman, comme ici, comme à Liberman après, j'étais plutôt un leader. Mais sinon, génie, comme je dis, je relativise toujours. Il y a une part de soi, mais... Il y a la théorie du survivant surtout. Ce n'est possible qu'à cause d'un contexte. Parce qu'à trop mettre l'accent sur le génie, on oublie de dire ce que les autres doivent faire pour que ce soit possible. Le génie, d'accord. L'avancement de race, d'accord. Mais il ne marque que s'il y a un beau stade, construit par des autorités, s'il y a un bon arbitre qui arbitre bien le jeu, s'il y a des coéquipiers, s'il y a un bon coach qui amène les choses. S'il y a un bon manager, sélectionneur. Bon, si vous voulez. Mais il faut comprendre, il ne faut pas s'arrêter au génie. Il ne faut pas s'arrêter à l'arbre qui cache la forêt. On ne va pas décoller sans une réflexion collective, sans bâtir les écosystèmes et sans donner la place à tous les anonymes qui doivent jouer leur partition. Le fonctionnaire qui est sérieux, le gars que tu trouves qui doit signer un bon de commande qui est sérieux à sa place. C'est tout un ensemble. Les pays qui émergent construisent des écosystèmes qui permettent l'émergence. Ce n'est pas juste quelques génies qui se juxtaposent spontanément comme ça et changent la donne. Non, c'est plus profond que ça. J'ai un cadeau pour vous. Vous aimez les cadeaux? Oui, oui, tout le monde aime les cadeaux. Il n'y a personne qui refuserait un cadeau. Ah, un livre. Oui. Ça commence bien. Restituer à l'Afrique ses objets de pouvoir, de culte et d'art. De Kouma Doumbé III. Kouma Doumbé III, ce n'est pas n'importe qui. C'est tout un monument. Et la question culturelle, c'est une question qui est au cœur de tout ce dont nous avons parlé. Parce qu'on ne voit que la technologie, mais la technologie, c'est l'appendice. C'est la culture, le substrat. Et voilà, donc je suis heureux d'avoir ce livre. Je collabore beaucoup avec le programme Wood des Chefferies au Cameroun. Et donc, dans cette dynamique de faire des cases patrimoniales, de reconstituer, c'est une collaboration qui s'est créée parce que j'éditais le journal Racine, qui était déjà à la recherche de nos valeurs, tapis dans des petits actes de tradition, qu'on croit anodins. Tout ce que vous dites, on dit la tradition là. Derrière ça, il y a des choses profondes. Je suis très amusé de voir des gens qui viennent de la diaspora ou d'ailleurs, qui viennent dans leur concession dire qu'ils font la coutume. Ils prennent quelqu'un au carrefour, ils vont chez eux, ils mettent de l'huile quelque part, ainsi de suite, sans voir le succès de la concession, sans rien faire avec des gens de la concession. Et dans leur tête, ils pensent qu'ils font la coutume. Parce qu'ils ont réduit la coutume à un acte, à un spectacle. Non. Tout ce que vous voyez de coutumier chez nous est objet de socialisation, est objet même de structuration de la famille et de la société. Et c'est en ça que vous allez dans le sens de vos ancêtres et qu'en retour, vos ancêtres sont avec vous. Oui.
Ce n'est pas des aventures solidaires qu'on peut marchander, tout se gâte, tout s'est un peu gâté. Il y a cette rupture-là, notre génération n'a pas pu transmettre parce qu'on est né en ville. Le numérique nous a envahis, les médias occidentaux nous ont confisqués et on n'a pas su. On est, je pense, la dernière génération qui avons eu un peu les zestes d'une société africaine plus ou moins authentique. Serge Armel Didjou, comment souhaitez-vous qu'on se sépare? Déjà? Oui, déjà. Peut-être en chanson. Il y a un titre que j'ai beaucoup aimé, Corneille, parce qu'on vient de loin. Je ne sais pas pourquoi cette chanson a une résonance si forte en moi. C'est sorti à une époque où, avec mon ex-épouse, on n'arrivait pas à avoir d'enfants. Et tous les deux, on chantait ça en boucle. Un peu comme pour dire, il faut profiter de la vie. La mort nous frôle tout le temps. Si on savait, on profitait de la vie avant que la lumière ne s'éteigne. Et qu'il ne faut pas voir les choses de manière très dramatique tout le temps. C'est une chanson que j'ai beaucoup aimée. Et je pense que ce serait bien qu'on partage cette mélodie encore. Parce que vous venez un peu de loin. Pas moi personnellement, nous tous, quelque part. La vie, c'est finalement une tombola. Et c'est une compétition aussi. Il ne faut pas oublier qu'on est, après une rude compétition, on était des milliards de spermatozoïdes. On a été le spermatozoïde gagnant. C'est dommage qu'une fois né, parfois on oublie ce fait générateur qui est la compétition. Merci, Serge Armel. Merci José. Ça a été vraiment un régal. Avec vous. Ça a été vraiment un régal et je me suis surpris moi-même à retrouver ce moment d'émotion avec ma maman, avec mon père au village. Non, merci. Merci aussi de m'avoir donné l'opportunité. Tu sais, dans ce qu'on fait, on est happé par le quotidien, par l'instantané. C'est rarement qu'on a un retour sur soi. Vous m'avez donné l'opportunité avec cette promenade de revisiter certains pans de ma vie qui me ressourcent. À bientôt. Merci, à bientôt. Bon courage. Merci. Merci mesdames, messieurs de nous avoir suivis. Rendez-vous le mois prochain à la même heure sur la même chaîne pour une nouvelle promenade qui elle aussi, à l'évidence, vous fera aimer la télé. Mais dans l'intervalle, vous le savez, vous pouvez revoir cette promenade ainsi que toutes les précédentes sur nos différentes plateformes digitales. Vous le savez, bye. Ce programme vous a été proposé avec le soutien de Canal+ et la Caisse nationale de prévoyance sociale.